à cette séance de questions-réponses que je voulais organiser sous la forme de coaching, de session de coaching, dans le sens où c'est l'occasion d'utiliser, enfin pour moi, de vous apporter peut-être un éclairage et une manière de poser des questions avec ce point de vue du coach, donc qui est d'aller chercher vraiment la question derrière la question, d'aller au fond du questionnement et de voir quel est vraiment votre objectif et qu'est-ce que vous voulez atteindre en posant cette question. Surtout sur un domaine qui est assez particulier, qui est celui des relations abusives. Et je pense que pour pouvoir s'en sortir dans ce domaine, il faut s'entourer de gens, que ce soit des thérapeutes, des coachs, des avocats qui ont vraiment connaissance de la situation, qui savent ce que ça veut dire que d'être en relation abusive avec quelqu'un et qui peuvent vraiment se mettre à votre place et comprendre votre point de vue en tant que personne vivant la situation, mais aussi d'avoir cette capacité à se détacher de la situation et donc de peut-être vous aider à avoir un autre éclairage, un autre point de vue. Alors au départ, je m'étais dit comment organiser cette séance de questions-réponses et j'avais pensé que dans un premier temps, vous faire une présentation et puis ensuite de passer aux questions-réponses. Mais comme je fais dans mes ateliers de manière générale, je demande toujours quelles sont les intentions, quelles sont vos intentions, avec quelle intention vous êtes venu ici. De manière générale, quels sont les styles de questions que vous auriez voulu poser, dans quel domaine, parce que pour les relations abusives, il peut y avoir de multiples domaines. Ça peut être au sujet des enfants, ça peut être des questions relatives vraiment aux partenaires ou ex-partenaires, ça peut être des questions financières. Donc, ce serait un peu pour voir de quel domaine il s'agit. Et ensuite, sans rentrer vraiment dans le détail de la vie de chacun, parce qu'on ne peut pas apporter de réponse, et je ne pense pas que l'intérêt, ce soit d'apporter une réponse vraiment particulière, mais c'est plutôt de sortir justement, de vous sortir de cette particularité pour comprendre la systémique dans laquelle vous vous trouvez. Et le fait de rester dans cette systémique, eh bien, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Et donc, c'est d'essayer de vous amener à vous extérioriser de cette systémique pour vous-même voir dans votre situation. C'est ça aussi le coaching, c'est rendre la personne autonome. Et donc, c'est de vous aider plutôt à voir dans votre situation quels sont les éléments qui continuent à vous empêcher d'avancer, à vous empêcher de vous développer, quels sont les éléments qui continuent à vous maintenir dans cet état peut-être de peur en fonction de chacune. Tout d'abord, je voulais dire qu'un des premiers points, excusez-moi, je mets de mes notes quand même, j'ai tout dans la tête. J'ai tout dans la tête, mais bon, pour s'organiser et qu'on aille droit au but, c'est bien d'avoir les notes. Donc, dans le cas d'une relation abusive ou de manipulation, il y a un processus qui va se mettre en place. Donc, il y a vraiment un enchaînement d'étapes qui va se mettre en place petit à petit, et c'est peut-être intéressant de savoir ce qui va se mettre en place comme processus dans votre vie. Alors, bon, dans un premier temps, vous êtes dans la situation, vous êtes bloqué, vous êtes vraiment ignorante par rapport à ce qui se passe dans votre couple, ou ignorante de ce qui se passe par rapport, parce qu'on peut avoir des situations aussi au niveau professionnel, des situations de relations abusives au niveau professionnel. Donc, ignorant de ce qui se passe dans votre situation, on peut dire en gros que vous avez une notion de malaise ou en tout cas une notion de ne pas être heureuse, mais sans savoir exactement pourquoi. Et puis, soit des amis, mais ça c'est parfois rare, mais si ce sont des amis qui sont éclairés au sujet, qui elles-mêmes se sont documentées. Mais peut-être que vous allez tomber sur donc, des amis éclairés qui, entendant vos propos, vont vous éclairer sur la situation, vous lancez ce mot manipulateur. Peut-être que vous allez tomber sur des livres, des vidéos. Hein, il y a plein de vidéos qui vont circuler à un certain moment donné, pour l'instant pas trop, je dois dire. Donc, soit vous allez tomber sur une vidéo, enfin, sur un support qui va vous faire tilter et vous faire poser la question. Je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe chez tout le monde.
Ensuite, vous allez creuser la question parce que je veux dire, il y a quelque chose, il y a encore une partie vivante à l'intérieur de vous qui se rend compte que vous avez besoin de creuser ce questionnement. Vous allez creuser ce questionnement et à un moment donné, vous allez faire une prise de conscience, vous allez comprendre que vous êtes dans une situation de manipulation. Et oui, ça vous est arrivé, vous êtes dans une situation de manipulation. Ce n'est pas une blague, c'est quelque chose d'horrible qui vous arrive. Vous venez de faire une prise de conscience. Vous sortez donc du déni, puisqu'avant cette prise de conscience, vous étiez dans un déni, vous étiez dans le fait de nier la situation, par manque de connaissances, certes, mais en tout cas, vous avez nié toute la souffrance que vous étiez en train d'endurer, même si vous ne saviez pas mettre un mot, c'est ça que vous avez nié. Et là, maintenant, vous avez vraiment clairement un mécanisme qui est éclairé sur le mode de fonctionnement de la personne avec qui vous vivez. Donc ça, c'est le premier stade, c'est la sortie du déni. Une fois qu'on est sorti du déni, forcément, on ne sait plus voir son couple ou son manager avec le même œil. Donc, on est plutôt à la traque de vérification, de voir, tiens, ben oui, il se comporte vraiment comme ça, il a tous ces critères-là, c'est ça qui se passe dans mon couple. Une fois que vous êtes sorti du déni, vous allez rentrer dans un processus de questionnement. Est-ce que vous êtes vraiment plongé dans l'histoire? Comment en sortir? Comment ça se fait que j'y suis arrivée? Comment ça se fait? Donc, vous avez vraiment les yeux qui s'ouvrent sur votre vie. Comment ça se fait que j'ai vécu autant d'années avec cette personne? Comment est-ce que j'ai pu avoir des enfants avec cette personne? Comment ça se fait que ma famille ne m'a rien dit? Comment ça se fait que mes amis ne m'ont pas signalé quoi que ce soit? Pourtant, quand même, on se voit super souvent. On fait la fiesta ensemble. Ils viennent manger chez moi, etc., etc. Donc, vous avez toute une série de questions qui arrivent. Je dirais, après expérience, vraiment, ces questions sont là. Ces questions, à ce stade-là, vous n'êtes pas capable d'y répondre. Vous n'êtes pas capable d'y répondre parce que vous êtes encore dans la situation. Vous n'avez pas encore entamé un travail de développement personnel. Et à part rester coincé sur ces notions de questions et qui vont vous amener des regrets, vous n'allez pas vraiment apporter de réponses qui vont vous propulser vers l'avant. Donc, vous allez plutôt vous enfoncer, vous poignarder et vous repoignarder. Donc, ces questions, sachez que c'est normal si elles arrivent, mais peut-être que ce n'est pas le moment ou ce n'est pas la façon de vous y attarder, car vous n'avez pas encore été outillé pour bien y répondre de manière positive pour vous permettre de progresser dans l'existence. D'accord ? Bien sûr, il y a de la solitude parce que, comme je l'ai dit, la famille était absente de la réalité de votre vie, les amis étaient absents, donc vous allez vous enfoncer dans une sorte de solitude. C'est un combat qui est individuel. Donc c'est comme tout développement personnel, c'est votre propre développement, c'est votre propre vie. Il n'y a personne qui va se charger de prendre votre vie en main. D'ailleurs, ce n'est pas le but. C'est à vous d'être responsable de votre vie et c'est aussi à ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une très grande chance d'avoir un événement dans la vie qui fait que schlack, vous recevez une grosse baffe et vous devez enfin prendre conscience que vous avez votre vie en main, que vous êtes maîtresse de votre vie et que vous devez, c'est à vous en fait que revient la responsabilité de prendre votre vie en main. Bien sûr, vous avez beaucoup de fatigue, hein, vous êtes dans un état normalement de surmenage parce que vous avez été amené au travers de cette manipulation à plonger dans cet état de surmenage, on va le voir plus tard. Et malgré tout, vous devrez quand même prendre encore de l'énergie qui existe en vous. Donc sachez que l'être humain a vraiment énormément de capacités et énormément de force, je dirais un réservoir d'énergie caché en lui. Donc parfois on se croit au bout du rouleau, mais non, il y a encore un réservoir disponible. C'est un peu comme une mère qui a des enfants. Elle arrive à se réveiller de multiples fois la nuit et quand même à continuer ses activités
que ce soit de continuer à élever son enfant la journée, de faire son rôle, de tenir son rôle de mère au foyer, ou même d'aller travailler. Donc, on n'a pas toujours besoin du nombre d'heures de sommeil dont on croit avoir besoin. Et sur une certaine période, il ne faut pas que ce soit sur toute une vie, mais sur une certaine période, on est capable de tenir vraiment dans certaines limites extrêmes. Donc, on est capable, nous, en tant que femmes, je parle pour les femmes, je ne suis pas un homme, on est capable en tant que femme de supporter vraiment des limites extrêmes, physiques aussi. Physiques aussi. Donc, vous avez le droit de dire que vous êtes fatigué, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de ne plus de vous dire ben voilà, c'est trop. Hein, on a le droit d'ouvrir la soupape de sécurité, de relâcher ces tensions, de pleurer, de dire que c'est trop. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous faire du bien, de pas faire comme si ça n'existait pas faire comme si c'était pas dur. Oui, c'est dur, mais sachez que malgré tout, vous avez une capacité énorme et vous allez trouver des ressources dont vous ignoriez, sorry, dont vous ignoriez peut-être l'existence. Donc vous sortez du déni, vous avez toute une série de questions qui arrivent et ensuite la deuxième phase du travail, ça va être une fois qu'on a vraiment clarifié ce que c'était que la manipulation et les boutons sur lesquels le manipulateur pouvait appuyer sur vous et d'avoir fait l'état des lieux et le constat de ce qui a été, endommagé chez vous parce que vous êtes une victime. Hein. Trop souvent, je constate que même les gens de la profession, que ce soit les thérapeutes, les avocats, les juges, ne comprennent pas que les personnes qui ont été dans des relations abusives sont vraiment des victimes. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu des traumas. En ce sens, elles sont des victimes du manipulateur. Donc, ça, c'est très clair pour moi. C'est un mot qu'il faut coller. Vous avez été victime, vous avez subi un trauma. Ça veut dire que si vous avez subi un trauma, il y a des choses qui ont été endommagées, des visions de vous, des particularités, des sentiments, des émotions, un mode de fonctionnement qui a été endommagé chez vous et qu'il va falloir réparer. Donc ça, c'est l'étape numéro 2, c'est de comprendre quelles étaient les failles sur lesquelles le manipulateur a pu s'appuyer pour vous faire rentrer dans cette systémique de manipulation. L'étape numéro 2, c'est après avoir compris donc, ce qu'était un manipulateur et d'avoir fait un état des lieux de là où vous vous trouvez maintenant, dans quelle situation vous vous trouvez maintenant, quels sont les traumas chez vous, c'est de comprendre quelles sont les failles et les brèches dans votre personnalité qui ont fait que cette personne ait eu une telle emprise, un tel pouvoir sur votre personne, votre identité. Donc parce qu'il faut savoir quand même que le manipulateur va aller taper très haut dans les valeurs, dans le rôle, dans l'identité, dans votre être, dans ce que vous êtes vraiment. C'est pour ça que vous êtes traumatisé. Il ne va pas uniquement taper dans votre confort matériel. Non, il va taper dans des choses qui sont vraiment fondamentales, dans des choses qui sont fondamentales et qui créent votre mode de fonctionnement en tant qu'être humain. Alors, au niveau de la manipulation, il faut savoir qu'il y a des manipulateurs de différents degrés, que tous n'agissent pas de la même manière, puisque vous êtes, chacune est différente et chacune aura telle ou telle faille ou tel groupe de failles. Excusez-moi. Je vais enlever mon silencieux, mon vibreur plutôt. Donc, sachez que chaque personne est différente et donc la manipulation, le mode d'opération de ces manipulateurs va être différent, va s'adapter à la personne en fait. Donc, le comportement du manipulateur a une certaine gradation. Hein, il y a des manipulateurs qui seront plus dans une extrémité, qui seront vraiment très, très, très haut dans la manipulation, qui auront donc le curseur complètement
élevés et ça peut être des situations vraiment dramatiques et terribles à vivre, notamment avec un mode de fonctionnement terrible qui impacte les enfants. Donc vraiment être dans le vice et dans la perversion extrême. Il y en a qui seront moyennement manipulateurs, il y en a qui seront... Mais donc c'est à partir du moment où on se trouve quand même dans ces curseurs de manipulation assez élevés, et à partir du moment où on a constaté qu'on était sous une forme d'emprise, c'est-à-dire qu'on ne fonctionnait pas comme nous-mêmes en tant qu'êtres humains, on aurait eu envie de fonctionner. Donc notre vie a été dirigée quelque part. Puisque ça, c'est une de nos failles, c'est que d'avoir été cette proie, d'avoir été cette victime, c'est évidemment d'avoir eu la vie quelque part dirigée par quelqu'un d'autre. On a laissé la responsabilité de notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. On est bien clair là-dessus. On ne va pas commencer à tourner autour du pot, on ne va pas se lancer des fleurs. C'est ça aussi qui est très très dur dans la sortie du déni. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas sortir de ce déni, parce que c'est un aveu immense que de se rendre compte, peut-être après 20 ans de mariage, après 30 ans de mariage, de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas vécu sa propre vie, on a vécu comme un pantin et dont les commandes étaient dans les mains d'un pervers. Donc ça, c'est une terrible prise de conscience, c'est pénible. C'est pour ça que je le dis, comme je l'ai dit au début, ne pas s'attarder trop à cette phase de regret. Vous allez y revenir, mais de manière constructive. C'est-à-dire que le but n'est pas de tourner le couteau dans la plaie pour se dire « Ah, mais comment est-ce possible pendant 20 ans de ma vie, pendant 20 ans ou 25 ans de ma vie, ou 30 ans, ou même 15 ou 5 ou 7 ». Je n'ai pas vécu quelque part. Hein, je n'ai pas vécu. Et, et voilà, ce sont des années qu'on ne pourra pas récupérer. Le passé est le passé, mais chaque jour est un nouveau jour et chaque jour est l'occasion de se redéfinir pour le futur. C'est bien ça dont il s'agit, c'est de se redéfinir pour le futur. On se redéfinit pour demain, pour après-demain. Et si aujourd'hui, j'ai encore commis quelques impairs, demain, je peux me redéfinir et je peux rediriger ma route et alors aller donc de cette manière pas linéaire, hein, je ne vais pas aller droit au but, non, très certainement pas. C'est le chemin qui est intéressant et c'est ce qu'on fait de ce chemin, c'est ce qu'on fait sur ce chemin et c'est ce qu'on va faire de ce chemin aussi qui est fondamental et super intéressant à vivre. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Un petit mot sur le manipulateur en tant que définition. Ce qui est intéressant à retenir dans la définition qui a été donnée par Akamieh, qui est un psychanalyste français, c'est de retenir que le manipulateur est quelqu'un qui utilise le verbage. Donc c'est vraiment la notion de verbage pour moi qui me semble très très importante. Donc il y en a deux ou trois dans la définition qui me semblent importantes. C'est le verbage. Ça veut dire que le manipulateur adore parler. Alors, il peut y avoir une confusion entre le fait de savoir que « Ah tiens, je suis avec un partenaire qui adore parler, il est vraiment dans la communication, c'est ce que j'adore, être dans la communication, on parle, on échange, on dialogue, etc. » Non, ça c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes sont tombées. Ce n'est pas de la communication parce que la communication, ça doit aller dans les deux sens et vous allez vous rendre compte, et peut-être en regardant, en revivant, vous remémorant le passé, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il n'y avait pas de communication. Vous avez pu parler, vous avez cru que vous étiez entendu, vous avez cru que vous étiez dans un dialogue, un échange, mais le seul fait de vous avoir laissé parler, c'était pour obtenir un maximum d'informations sur vous. Donc, il a glané toutes ces informations. Le manipulateur est quelqu'un qui a une certaine forme d'intelligence pour retenir tous ces faits, les accumuler dans sa mémoire, son disque dur,
et les ressortir à un moment donné ou à un autre à votre insu. Donc tout ce que vous dites sera utilisé contre vous, soyez-en certaine. Et donc, ça, c'était sa version à lui de la communication et donc de vous laisser parler, tandis que lui, le verbage est très important pour vous parce qu'il a besoin de parler, il a besoin oui, d'exercer cette forme d'éloquence. C'est un phénomène, donc il n'a pas envie que il n'a pas vraiment envie de vous écouter ni de répondre à ce que vous dites. Il a surtout, lui, envie de manifester cette éloquence et d'être écouté. C'est une forme de manifestation de son patriarcat, de son plein pouvoir. C'est lui, c'est fantastique comme il est grandiose, il est plein d'idées, surtout qu'il vous les a piquées, mais bon, ou les a piquées à quelqu'un d'autre. Mais donc c'est vraiment cette force de verbage. Donc c'est parler de qui? Parler de lui forcément. Hein. Il n'y a pas d'autre sujet qui est intéressant à ses yeux. C'est parler de lui, encore de lui et toujours de lui. D'ailleurs, c'est très très, je veux dire, édifiant à quel point, quand il souhaitera les anniversaires à vos enfants, supposons que vos enfants sont adolescents et que c'est une occasion de montrer, de faire croire que c'est un bon père, et donc le manipulateur va prendre la peine de téléphoner à vos enfants, hein, de prendre contact avec vos enfants. S'ils sont adolescents, ils ont leur smartphone, hein, forcément. Et donc le manipulateur va faire en 3 secondes 50 son rôle de père, c'est-à-dire « Ah, bon anniversaire », mais ne posera aucune question à votre enfant, ne va pas se demander de savoir, tiens, si les parents sont séparés, comment s'est passé ton anniversaire, est-ce que tu as tu as fait une fête, tu as eu des amis, enfin, il ne posera aucune question sur ce que votre enfant a vécu pour son anniversaire. Par contre, ce sera l'occasion de reprendre contact et alors de pouvoir exercer justement ce verbage et de parler de lui et encore de lui et encore de lui. Donc là aussi, il faudra apprendre à vos enfants à déceler ce discours. Comme vous-même, vous allez devoir aussi très très vite apprendre à déceler cette forme de discours, hein, pour les personnes qui sont, que vous soyez déjà séparés ou toujours en couple avec ce manipulateur, c'est de comprendre que vous vous taisez, hein, motus et bouche cousue, plus rien ne sort de votre bouche parce que tout ce que vous dites va être utilisé contre vous et surtout vous fermez vos oreilles et vous coupez court la conversation parce que vous ne voulez pas encore avoir votre cerveau lessivé par tout ce que cette personne infecte va vous sortir. Donc ça, c'était important dans la définition de Racamier. Bon, il a pas dit en autant de termes, mais bon, je pense que ça vaut la peine de s'attarder sur cette partie de la définition. La deuxième définition, c'est que le manipulateur est dans un... pourquoi il y a perversion? Il y a perversion parce qu'il y a jouissance. Donc le manipulateur se fait plaisir de la souffrance de quelqu'un d'autre. Donc, il y a jouissance de la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on parle bien d'une pathologie, c'est pour ça qu'on parle de perversion. C'est qu'il y a une jouissance à faire souffrir quelqu'un parce qu'il a besoin effectivement que quelqu'un d'extérieur à lui souffre. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va s'auto-mutiler, ce n'est pas quelqu'un qui va exercer sa jouissance en se faisant tort à lui-même. Il n'en est pas capable, puisque justement, il n'est pas capable de voir qui il est vraiment. Il n'a pas envie d'aller dans cette souffrance de voir qui il est vraiment. Et donc, comme il sait, il y a une partie très inconsciente de lui qui sait qu'il est dans cette souffrance, il a besoin de voir quelqu'un d'autre souffrir aussi ou encore plus que lui. Donc il y a ce jeu de je vais te faire souffrir et moi ça me procure un plaisir intense. Et tant que vous marchez dans cette combine à permettre à l'autre de vous laisser souffrir, c'est le terme que j'utilise dans les conférences, hein, vous donnez en pâture à l'autre et vous permettez à l'autre, vous avez donné l'autorisation à l'autre de vous faire souffrir, eh bien, ce sera tout bénef pour le manipulateur. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme à comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, bien qu'elles soient
sortie du déni, alors oui et non, parce que ça fait partie aussi de la sortie du déni, hein, c'est accepter notre part de rôle. Donc la victime a un rôle à jouer dans cette relation, c'est qu'elle se délaisse de la responsabilité de sa propre vie. Donc si elle n'a pas compris ça, pour moi, il n'y a pas une sortie complète du déni, hein. Juste coller le nom je suis dans une relation abusive, c'est pas suffisant. Il faut comprendre que dans une relation, il y a deux personnes. Et oui, on n'est pas juste une pauvre petite chair là, qui a été engloutie par un méchant loup. Non, on est un être humain avec une cervelle, et donc forcément qu'on a notre part de responsabilité. Bien sûr, il y a tout un ensemble d'éléments qui ont fait que, à ce moment-là, dans cette relation-là, vous avez été une proie, mais vous êtes un être humain, et c'est ça justement qu'on appelle le développement personnel, c'est prendre l'autonomie de sa propre vie, la responsabilité de sa propre vie. Donc si vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes encore dans cette négation du fait que vous devez prendre la responsabilité de votre propre vie, c'est qu'il y a un souci et que vous n'êtes pas complètement sorti du déni. Donc, ça va faire partie du processus de développement. Voilà, ça c'était un peu l'introduction. Je sens que ça fait déjà mal. Et je ne pensais pas parler aussi longtemps que ça. Je vais donc, avant d'introduire la deuxième partie, qui sera la partie de voir quels sont les points sur lesquels le manipulateur appuie chez vous pour vous faire rentrer dans cette relation de manipulation. Quelles sont les valeurs qui sont chez vous, des belles valeurs, des valeurs nobles, des valeurs qu'il ne faut pas rejeter, mais voir comment elles ont été utilisées par le manipulateur pour vous faire rentrer dans cette relation de manipulation. On va découvrir tout cela, puisqu'on va pouvoir recouper ces différents sentiments, besoins, émotions, valeurs. On va pouvoir les regrouper avec les caractéristiques d'Isabelle Nazariaga et voir comment les caractéristiques du manipulateur vont avoir une incidence sur ces sentiments, ces émotions, ces valeurs qui font partie de votre personnalité. Je vous retrouve donc dans la partie numéro 2. Et je vous remercie en tout cas pour ceux qui ont écouté cette introduction. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je suis preneuse de commentaires. Je ne vais pas traiter des cas particuliers dans des commentaires. D'abord, je pense que ce n'est pas le but d'étaler votre vie face à tout le monde. Donc, ça, c'est pas le but. Par contre, s'il y a des questions plutôt qui concernent la compréhension de ce que j'ai présenté, s'il faut éclairer encore quelque chose, alors là, je suis preneuse des commentaires. Je pense que d'étaler sa vie en public en pensant que ça va régler votre histoire, ce n'est pas ma manière de voir les choses. Un travail personnel, ça se fait de manière personnelle, en collaboration avec des thérapeutes ou des coachs ou d'autres personnes, des personnes qui vous apprennent à méditer ou des choses comme ça. Enfin, donc il y a tout un panel de ressources disponibles, mais ça se fait vraiment en confiance et surtout pas sur la place du village en étalant tout devant tout le monde. Voilà, donc je vous remercie et à très bientôt. Ciao.